Je voudrais préfacer cette très brève présentation par une citation de la loi du 6 février 1992, qui figure d'ailleurs en tête de ce rapport, et qui est « L'administration territoriale de la République est assurée par les collectivités territoriales et par les services déconcentrés de l'État ». Et je voudrais souligner que plus on regarde ce sujet, plus il me semble qu'il s'agit de deux faces d'un même problème. Les réformes de la décentralisation, la réforme régionale, touchent les services déconcentrés de l'État. À leur tour, l'évolution des services déconcentrés n'est pas sans incidence sur le fonctionnement des collectivités territoriales. Et au fond, une des remarques qu'on peut se faire en préface de ce sujet, c'est que on regarde peut-être trop rarement ces deux problèmes ensemble. Et que la déconnexion entre les réformes, de l'administration territoriale et l'extension de la décentralisation et les différentes réformes, dont la réforme des régions, sont trop déconnectées. Qu'on voit que l'une retentit sur l'autre, souvent, sans qu'on ait le loisir de les articuler. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire des services déconcentrés à la lumière du rapport de la Cour des comptes? Bon, premièrement, ils ont subi une vraie réforme, ce qui n'est pas le cas de l'ensemble de l'État. Cette réforme, c'est celle de la REAT au début des années 2010, et dont je voudrais rappeler quand même qu'elle est pas sans incidence sur le plan des effectifs, moins 10% des effectifs pour le périmètre de la REAT. Donc les services, je dirais, d'administration pure qui entourent et soutiennent l'action des préfets. Hors REAT, on a les trois principaux réseaux territoriaux de l'administration de l'État. Le réseau de l'éducation nationale, le réseau de la police et de la gendarmerie et le réseau des finances publiques. Les deux premiers de ces réseaux n'ont pas été diminués en effectifs. Non seulement ils n'ont pas été diminués en effectifs, mais l'analyse que nous avons conduite dans le rapport que je vous ai cité, Madame la Présidente, sur les services publics en milieu rural, me conduit à dire que notre analyse est que ces réseaux n'ont pas déserté les territoires, y compris les plus j'allais dire, les plus éloignés de l'administration centrale, et que ces réseaux se sont réadaptés, mais qu'en volume, en tout cas, et globalement considéré, ils n'ont pas diminué. Il en va autrement du réseau des finances publiques, qui est en cours de décroissance. À l'époque de notre rapport, cette décroissance s'amorçait, moins 10% sur les années qui avaient précédé, et il se continue. Et il y a un besoin de rationalisation de ce réseau qui comporte encore, comme vous le savez, des postes de la DGFiP à moins de 10 agents, etc. Et donc il y a un besoin nécessaire de rationalisation. Quels étaient les... Deuxième remarque préliminaire, si je peux me permettre, c'est que le fait que cette véritable réforme ait eu lieu va de pair avec l'image d'une certaine stabilité de l'administration territoriale, qui est due à deux éléments principaux. Le premier, c'est le rôle des préfets. Les préfets restent une image fixe, quand bien même leur mission change, et leur statut d'ailleurs va changer prochainement. Et deuxièmement, la carte d'un certain nombre d'administrations territoriales ne s'est pas beaucoup modifiée. Il en va de la carte des sous-préfectures, non modifiée pratiquement depuis 1926. Il en va ainsi d'un certain nombre de réseaux, dont le réseau judiciaire. Les tribunaux de première instance, certes, ont vu leur carte modifiée, une réforme réussie, mais la carte des cours d'appel, des 37 cours d'appel, n'a pas été modifiée. Donc il y a une sorte de contraste entre une réforme réelle et une apparence de stabilité due à la persistance en particulier de la carte des sous-préfectures. Alors la Cour a délivré à l'occasion de cette enquête 3 messages principaux et 4 séries de recommandations. Bon, le premier message, c'est que il fallait approfondir la réforme pour recentrer les services déconcentrés de l'État sur ses missions prioritaires. On avait procédé au fond à une forme de rationalisation bienvenue, mais de réduction homothétique des moyens, sans peut-être hiérarchiser et prioriser suffisamment les missions.
Par ailleurs, vous l'avez souligné, Madame la Présidente, les réductions ont affecté certaines missions en mettant certaines en risque. Les deux que nous avions identifiées dans le rapport de 2017 étaient premièrement les missions de contrôle, un certain nombre de missions de contrôle dans le domaine des installations classées, de la sécurité sanitaire, que sais-je, nous avaient paru en risque. Et deuxièmement, je le mentionne parce que, certes, nul n'est prophète en son pays, mais nous avions écrit, je cite, que les contrôles de la Cour ont mis en exergue des interrogations sur la capacité de certains services à faire face aux crises sanitaires de grande ampleur. Donc la réponse aux crises nous avait paru un peu fragilisée sous l'effet de la réforme. Cette réforme était naturellement utilisée à un levier de transformation très important qui est le levier numérique. Les gains de productivité liés à la dématérialisation d'un certain nombre de procédures avaient fait partie de la REAT et à la suite de la REAT du PPNG sur lequel a travaillé directement Jean-Michel Nler et dont il pourra vous dire un mot. 2000 ETP économisés avec la réforme relative à la délivrance des titres à laquelle j'ai fait allusion. Bon, cependant, il y avait et il y a toujours des limites, je dirais, à l'utilisation du levier numérique et notamment dans le cloisonnement persistant d'un certain nombre de systèmes d'information, qu'il s'agisse des systèmes de l'État et d'ailleurs des systèmes de l'État et des collectivités territoriales. Le rapport en citait un exemple intéressant qui était que les logiciels qui permettent l'instruction par les intercommunalités ou les communes des demandes d'urbanisme n'étaient pas compatibles avec les logiciels qui permettaient ensuite d'asseoir les taxes découlant de ces procédures et par conséquent ressaisie manuelle, etc. Bon, c'est évidemment la preuve qu'il y a encore beaucoup de progrès à faire dans l'utilisation pour des choses très simples et au bénéfice des citoyens du levier numérique. Il y a aussi des marges au-delà de la réforme accomplie. Il y avait selon nous des marges de progrès dans l'exercice des missions des services déconcentrés et place pour une plus grande rationalisation. Parce que l'administration territoriale, au fond, se partage entre 4 niveaux, le niveau national, bien sûr, et il y a certaines missions qu'on peut concentrer au niveau national, par exemple les missions de contrôle les plus sensibles et les plus pointues sur des installations en très faible nombre sur le territoire national, nous citions cet exemple, le niveau régional, le niveau départemental et de plus en plus le niveau interdépartemental, puisqu'aussi bien à la suite, en particulier de la réforme des régions, les services départementaux, les services de l'État s'organisent au niveau interdépartemental, ce que nous pensions devoir encourager. Il y a un certain nombre de missions qui se situent mieux dans ce champ. D'une façon générale, il semblait à la Cour que le niveau, et je dois dire à l'époque la réforme des régions n'avait pas produit tous ses effets, peut-être ne dirions-nous pas tout à fait la même chose aujourd'hui, mais le niveau qui nous paraissait devoir être le point d'appui, le sorte de nœud stratégique de l'organisation territoriale entre ces différents échelons nous paraissait être le niveau régional. Il nous semblait essentiel qu'il y ait des plateformes qui aident à ce niveau les services départementaux, voire les sous-préfectures, et donc c'était le niveau que nous avions sélectionné, si je puis dire, et identifié comme devant être renforcé. Quelques ombres au tableau néanmoins dans ce paysage de réformes en cours. Premièrement, l'État ne tirait pas suffisamment toutes les conséquences de la décentralisation. On citait des exemples de compétences qui étaient manifestement plus du ressort de l'État, qui restaient exercées. On citait par exemple les fonctions de soutien au tourisme des directs, alors que c'est manifestement une prérogative maintenant des collectivités territoriales. La propension des services de l'État, je cite, à assurer dans certains secteurs une fonction de coordination ou d'ensemblier mal définie
en particulier dans le domaine social où les compétences départementales ne justifiaient peut-être pas de maintenir de la part des services préfectoraux un rôle de coordination, encore une fois, relativement flou. Et enfin, un dernier levier de transformation qui est évidemment en tension avec l'objectif de déconcentration, donc il faut y faire attention, c'est le transfert de certaines compétences à des agences ou des établissements publics spécialisés. C'est un élément de complexité supplémentaire. L'efficience peut recommander une spécialisation de ce type et qui du coup crée des réseaux territoriaux ou une action locale qui échappe au regard et à la coordination par les préfets. Bon, le deuxième message, c'est évidemment que l'État devait, ça ne vous surprendra pas, s'ajuster aux conséquences des différentes réformes touchant les collectivités territoriales et tout particulièrement la réforme régionale. Alors l'État, de façon intéressante, ça rejoint ce que je disais sur en citant l'article qui divise au fond l'administration territoriale entre les collectivités territoriales et l'administration déconcentrée. L'État a subi les mêmes problèmes au fond que les régions et les administrations régionales à la suite de la réforme régionale, et tout particulièrement dans les plus grandes régions. Alors certes, on a supprimé 144 services régionaux de l'État, 63 regroupés en 63 nouvelles entités, 63 postes de directeurs régionaux ont été supprimés, donc il y a eu des efforts considérables de fait. Mais l'État s'est trouvé face au même dilemme que les régions. Organisation multisite, absence de regroupement des fonctionnaires concernés autrement que sur la base du volontariat. Les mutations n'ont pas été forcées. Les contraintes indemnitaires dans le regroupement des agents. Il y a là-dessus un rapport de la Cour des comptes sur une première analyse de la réforme régionale qui met en exergue ces surcoûts liés à la dispersion des services, le fait que les services régionaux sont maintenant multisites, etc. Et l'État n'a pas lui-même échappé à ces critiques. La distance en particulier entre, dans les 4 régions comportant plus de 10 départements, entre l'échelon de pilotage régional et les départements pose à l'administration territoriale des problèmes importants comme il les pose au niveau des collectivités territoriales. Par ailleurs, le regroupement des régions n'a pas empêché la persistance de découpages dérogatoires, qu'il s'agisse de l'éducation nationale, de la justice, j'ai cité les cours d'appel, de l'administration pénitentiaire, etc. À l'échelon des départements maintenant, l'échelon départemental, avions-nous noté, avait été plus affecté que l'échelon régional par les baisses d'effectifs. C'était particulièrement vrai dans un certain nombre de services regroupés dans les 2 ou 3 directions qui ont succédé aux 12 directions départementales des services de l'État avant la REAT. Et donc il y avait là un souci d'une réduction plus peut-être plus que nécessaire à certains endroits de l'échelon départemental. Cela contrastait avec une situation du réseau infradépartemental, donc essentiellement celui des sous-préfectures, qui restait dense et qui évoluait lentement. Comme nous l'avons dit dans le rapport que j'ai cité sur les services publics dans les territoires ruraux, l'État demeure fortement présent à l'échelon infradépartemental, contrairement à certaines idées reçues, mais il reste présent dans des structures qui ont été, pour certaines d'entre elles, fragilisées. Et j'ai cité, on peut citer à cet égard les 60 sous-préfectures qui comportent à présent moins de 10 agents, ce qui évidemment appelle une réflexion. Parmi ces difficultés, de faire coïncider les circonscriptions territoriales de l'État entre elles,
un exemple particulièrement frappant j'allais dire, de découpage et de répartition des responsabilités sur le plan territorial qui nous paraissait appeler une réforme, appeler des corrections, était le réseau administratif de l'éducation nationale. Je ne parle pas du réseau des établissements, mais des différentes circonscriptions d'administration du ministère de l'Éducation nationale. Enfin, troisième message, c'était un message sur la gestion. Regrouper les services, modifier la carte des responsabilités fonctionnelles des services territoriaux de l'État. Au fond, ça, si j'ose dire, ça n'a qu'une portée limitée si les responsables qui sont à la tête de ces services n'ont pas la latitude de gestion qui correspond au nouveau périmètre de responsabilité qu'on leur assigne. Et tel est bien le cas. Des blocages très importants dont les principaux sont des blocages en matière de RH. Les regroupements ont laissé subsister sur le plan des ressources humaines et de la gestion des personnels des systèmes de gestion encore très fortement centralisés pour certains d'entre eux, l'impossibilité pour ces nouveaux responsables d'entités fusionnées d'arbitrer sur le plan du personnel entre les personnels issus des anciennes directions qui avaient été fusionnées, et un niveau de déconcentration de la gestion du personnel très variable selon les ministères dans ces entités regroupées. Donc des freins extrêmement importants à une bonne gestion locale de l'administration territoriale. Sur le plan budgétaire, même chose. C'est-à-dire que si on regarde, et c'est ce qu'avait fait la Cour à l'époque, le volume des crédits déconcentrés, mais qu'on en retranche, j'allais dire, les dépenses obligatoires qui sont les dépenses de personnel. On voyait que la marge de manœuvre effective des préfets, puisque c'est eux dont il s'agit, à l'échelon des dépenses, au niveau des dépenses déconcentrées, était en fait beaucoup plus réduit qu'on ne pouvait le penser, et que les capacités d'arbitrage et de décision budgétaire à leur niveau étaient tout à fait insuffisantes. C'est ce qui nous amenait à conclure que la déconcentration des moyens financiers demeurait partielle et demandait à être approfondie. Et nous recommandions en particulier pour les fonctions support des services que j'ai mentionnés la création d'un BOP régional unique des fonctions support de services de l'État, en notant que des progrès énormes étaient à faire dans ce domaine dans deux secteurs clés qui étaient l'immobilier et le numérique. Champ dans lequel les progrès de la mutualisation devaient être accélérés. Enfin, les 49 recommandations, je vous les épargne bien sûr, de la Cour, étaient regroupées en 4 grands chapitres que je vais vous mentionner. Et puis j'arrêterai là cette présentation. Recentrer les services déconcentrés sur les missions prioritaires de l'État et répartir de manière plus efficace l'exercice de ces missions entre les services concernés. Deuxième orientation, faire des services publics numériques un levier de transformation des services déconcentrés de l'État. Et Jean-Michel Lerre pourra à ce sujet vous parler des leçons que nous tirons du PPNG si vous le souhaitez. Accélérer l'adaptation de l'organisation territoriale des services de l'État. Et dernier message, mais pas le moins important, faire davantage confiance aux services déconcentrés dans la gestion mutualisée et décloisonnée de leurs moyens, c'est-à-dire donner, et c'est un plaidoyer en faveur d'une déconcentration effective qui donne aux gestionnaires locaux et évidemment au premier lieu au préfet les moyens effectifs de la déconcentration que je crois tout le monde appelle de ses voeux. Voilà, merci beaucoup Madame la Présidente. Merci beaucoup Monsieur le Président. Avant de passer la parole d'abord à nos deux collègues rapporteurs, Agnès Canayer et Eric Kerrouche, et ensuite aux collègues, je voudrais juste peut-être faire un commentaire sur le point que vous avez évoqué d'une évolution des services territoriaux de l'État en lien avec les réformes d'organisation territoriale, puisque les différentes lois territoriales du quinquennat précédent ont positionné la région comme un acteur qui était un acteur
en tout cas une échelle de pertinence pour l'action des services de l'État, puisqu'on pensait qu'on pouvait gagner et optimiser les ressources et les moyens. Or, si on a vu qu'effectivement, à l'échelle des services déconcentrés de l'État, il pouvait y avoir des sortes de mutualisation de ce que j'appelle maladroitement des fonctions support, parce que traditionnellement les fonctions support sont les fonctions de back-office, mais je pense qu'il y a des mutualisations possibles ou des expertises, en tout cas, qui peuvent se retrouver au niveau régional et ensuite nourrir l'échelon départemental. Force est de constater que toutes les analyses de ce type qui ont été faites ont été violemment bousculées par la crise sanitaire qui a mis en évidence ce qu'aujourd'hui on appelle le couple préfet-maire. Non pas parce que soudainement la commune reprend de la puissance et le préfet en retrouve, mais c'est parce que nous avons aussi beaucoup de politiques qui sont articulées entre les services de l'État et les collectivités locales, et que trop souvent chacun avance dans son silo et dans son couloir, et qu'il n'y a pas cette culture de l'échange, de la coordination et du lieu de dialogue. Et je crois que là, nous avons une difficulté qui n'est pas qu'une question, et vous l'avez dit, Monsieur le Président, qu'une question de moyens ou de ressources, mais souvent une question de méthode de travail. Je passe la parole à Agnès Canayer, ensuite à Éric Guéroult. Je propose, si vous êtes d'accord, cher rapporteur, de consolider vos questions et ensuite de donner la parole au président pour vous répondre si vous êtes OK sur cette option. Merci à vous. Vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Président, Monsieur le Conseiller, effectivement pas de décentralisation sans déconcentration. Je pense que nous sommes tous d'accord sur ce principe, et on voit aujourd'hui notamment à l'aube de l'examen de la loi 4D qu'il existe encore un certain nombre de fragilités, notamment dans l'organisation des services déconcentrés de l'État que vous avez pointé dans votre rapport de 2017. Moi, je voudrais revenir sur l'efficacité effectivement des services déconcentrés et ce que vous prenez, c'est-à-dire la hiérarchisation des missions qui sont dévolues aux services déconcentrés. Le Premier ministre vient de prendre une circulaire le 19 avril dernier demandant à ce que soit mis en œuvre une véritable hiérarchisation en lien avec les services territoriaux et les services centraux. Pensez-vous que ce sera un véritable moyen pour renforcer cette efficacité? Et ma deuxième question, c'est que vous pointez aussi, entre autres, le rôle du numérique comme un moyen pour améliorer le rôle de l'État déconcentré. Avez-vous une analyse? Pouvez-vous nous dire si véritablement c'est une piste réelle d'amélioration de cette efficience? Merci. Merci Madame la Présidente. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Président, Monsieur le Conseiller, suite à vos prises de parole, plusieurs réflexions qui leur font écho. Je vais couper ma caméra parce que j'ai pas assez de bande passante. Voilà, désolé. Vous demandez d'abord, vous avez parlé de la situation des sous-préfectures, qui effectivement, à ma connaissance, n'ont pas été revues depuis Poincaré en 1926. Ça fait pratiquement 100 ans, et vous nous avez indiqué notamment que certaines de celles-ci comportaient, elles étaient toujours présentes, mais comportaient moins de 10 agents. Quel est le sens encore de leur action? Faut-il procéder à des regroupements au niveau infraterritorial? Quelle serait la bonne maille, sachant que en France, l'arrondissement du sous-préfet est une subdivision qui n'a jamais pris de sens territorialement parlant. Le deuxième point, c'est la situation qu'on connaît depuis la création des préfets de région en 1964, en fait, avec tantôt une réaffirmation du préfet de région et tantôt une réaffirmation du préfet de département.
La question, c'est comment on fait aujourd'hui, et plus exactement, c'est est-ce qu'on doit faire de manière uniforme, c'est-à-dire le préfet de région, le préfet de département doit exactement avoir le même type de pouvoir en fonction de la base territoriale. C'est sans doute pas la même chose un préfet de région dans une région fusionnée, qui a 12 départements comme la mienne, ou dans une autre. Bref, quel niveau est pertinent et quel niveau d'équilibre. Par ailleurs, le dernier point, s'agissant des ressources humaines, vous avez parlé des difficultés notamment de RH, de management. S'il y avait une, deux, voire trois mesures à prendre qui seraient à prendre en priorité en la matière, quelles seraient-elles? Je vous remercie beaucoup. Merci, Monsieur le Président. Si vous voulez bien répondre à cette première série de questions. Ensuite, il y a deux demandes d'intervention. Notre collègue Antoine Lefebvre, qui est en présentiel, et Charles Guéné, qui nous suit en visio. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Je vous propose qu'on se partage les rôles, Jean-Michel Lerre et moi-même. Est-ce que je peux lui suggérer qu'il réponde aux questions de Madame la sénatrice Canayer, et ensuite j'essaierai de répondre à celles du sénateur Kerrouche. Bien naturellement, Président. Oui, merci Madame la Présidente. Alors, a été évoqué effectivement les feuilles de route ministérielles qui ont été prévues par la circulaire du Premier ministre d'avril 21. Bon, c'est un dispositif qui, a priori, va dans le bon sens, comme toute démarche qui vise à définir des priorités, à fixer des objectifs et à mettre en place surtout derrière un dispositif d'évaluation de la mise en œuvre. Donc nous avons un a priori positif sur ce type de démarche. J'observe en particulier qu'il y a comme point fort dans cette entreprise une adaptation prévue au plus près des besoins des territoires, avec une co-construction qui part de la base et qui remonte ensuite vers l'administration centrale pour une synthèse. C'est un premier point intéressant. Deuxième point intéressant, c'est la possibilité pour le préfet de demander des adaptations de la feuille de route. Il ne s'agit donc pas de consignes rigides fixées une fois pour toutes. Il y a des possibilités d'adaptation, et d'ailleurs je crois que les préfets ont l'obligation, au bout de 3 mois, de faire un premier point avec le ministère de l'Intérieur sur l'avancement de cette démarche. Le troisième point important à mon sens, c'est le souci de la continuité de l'État, puisque la feuille de route s'adresse non pas à un préfet, mais au préfet titulaire du poste, quel qu'il soit, même s'il y a eu un changement. Quatrième point important, la feuille de route vise la mise en œuvre de réformes et de politiques publiques prioritaires, mais également de projets structurants, qui peuvent d'ailleurs être des projets de transformation des services déconcentrés de l'État. Donc l'approche est assez large. Et puis, le dernier point important, dans tous les cas, une évaluation doit être lancée sur la base d'indicateurs qui sont accompagnés de cibles à atteindre. Donc, évidemment, on manque beaucoup de recul pour apprécier ce dispositif. Je crois qu'il y a plusieurs points qui seront spécialement à suivre. D'abord, comment s'effectuera la priorisation des enjeux, des actions et des projets. Là, il y a toute une mécanique qui devra se mettre en place et sur laquelle nous n'avons pas encore beaucoup d'expérience. Deuxième point important, comment est traité ce qui n'est pas prioritaire, parce que, bon, est-ce que ce sera une gestion qui risque d'être un petit peu dégradée ou pas? Enfin, il y a un vrai problème. Troisième interrogation, comment fera-t-on converger l'allocation des ressources avec les objectifs fixés? C'est très bien d'indiquer des objectifs et des priorités, mais il faut que les ressources suivent. Et quand je parle de ressources, c'est les ressources financières, les ressources humaines, les ressources en ingénierie au sens large du terme. Et puis, dernière interrogation, quelle sera la portée des évaluations de la mise en œuvre qui seront
qui seront réalisés en fin de processus. Alors je crois qu'il y a des expérimentations qui étaient prévues au cours de l'année 2021. Nous aurons probablement quelques compléments de précision sur la façon dont les choses se déroulent. Voilà ce qu'on peut dire sur ce point. Là encore, sans beaucoup de recul, quelques mots sur le problème de la numérisation. La Cour a abordé ce sujet. Alors là encore, nous ne pouvons raisonner que sur la base des travaux réalisés par la 4e chambre de la Cour, mais nous avons examiné le problème à l'occasion de l'étude de la dématérialisation de la délivrance de certains titres par les préfectures. Au-delà des difficultés transitoires qui ont été liées à la mise en place en l'espèce extrêmement rapide d'un nouveau dispositif, il faut bien convenir que la dématérialisation et la numérisation ne permettent pas de régler tous les problèmes. Le processus a été lancé très rapidement, beaucoup trop rapidement sans doute, et plus vite que ce qui est observé en général pour l'adoption de démarches en ligne quand il y a parallèlement maintenu une alternative d'accès physique traditionnel. Et cela a entraîné une véritable difficulté d'accès de certains usagers, certains s'en rappellent sans doute pour les cartes grises, difficultés liées à l'évolution de l'accès et à des problèmes techniques d'informatique problèmes qui avaient été largement sous-estimés. Et donc il y a eu des dysfonctionnements, des coûts supplémentaires générés par la nécessité de revoir le dispositif. Et donc la leçon qu'on peut tirer déjà sur ce point, c'est qu'il ne faut pas aller trop vite, mais laisser mûrir ces projets pour éviter ensuite les surcoûts financiers, et en définitive sociaux au sens large. Et en particulier, nous avons noté qu'un travail préalable indispensable n'avait pas été mené, c'est celui de la simplification préalable du dispositif réglementaire. Ce travail n'avait pas été mené dans des conditions satisfaisantes et on a simplement greffé par la suite un dispositif de numérisation. Ça n'a pas bien marché, même si l'administration a pris les mesures satisfaisantes. Alors il y a un deuxième point. C'est celui de l'accès des populations qui sont réfractaires au numérique. Ça, c'est un vrai problème qui a sans doute été, là encore, sous-estimé au départ. Donc on a créé le ministère a créé ultérieurement des points d'accueil numériques en préfecture. Et ces points numériques ne devaient être que transitoires, puisqu'ils devaient ensuite se fondre dans ce qu'on appelait à l'époque les MSAP, qui sont devenus ensuite les Maisons France Service. Mais compte tenu de la très forte demande des usagers, le ministère a décidé en définitive de les maintenir dans l'administration préfectorale, en complémentarité avec ce qui était à l'époque les MSAP, des problèmes d'articulation entre les deux, mais ça c'est un petit peu secondaire par rapport aux problèmes de fond. En tout cas, la Chambre, travaillant sur ce sujet, a remarqué que dans beaucoup de départements, on avait beaucoup de difficultés pour recruter des jeunes volontaires qui soient capables de faire vivre ces points d'accueil. Et donc, ce n'est pas une solution, idéale, mais elle est dans certaines régions assez difficile à mettre en place. L'accompagnement des usagers, c'est une vraie difficulté. Troisième point, en ce qui concerne les sous-préfectures, c'est un débat qui mériterait des heures de discussion, dont je ne reviendrai pas sur le fond des problèmes. On connaît tous
la difficulté du sujet, puisqu'il y a à la fois des problèmes de gestion des ressources humaines, d'immobilier, d'autre part la nécessité de tenir compte des évolutions de la population dans les différents territoires, la nécessité de s'adapter à l'évolution des missions du ministère de l'Intérieur. Donc je reviendrai pas sur ce débat. La Cour avait formulé quelques propositions tendant notamment à détacher, si je puis dire, les sous-préfets des arrondissements. Ce qu'on peut dire, c'est que quelques évolutions intéressantes ont été organisées dans certains départements, puisqu'on a pour colmater en quelque sorte les vides créés par la disparition de certaines missions en sous-préfecture. On a créé des pôles départementaux, c'est-à-dire des équipes qui, basées dans une sous-préfecture, exercent des compétences de la préfecture pour l'ensemble du département, en matière funéraire, en matière d'armes à feu, en matière d'organisation de manifestations, etc. C'est une démarche qui est intéressante, puisqu'elle permet de rationaliser un peu le réseau des préfectures et des sous-préfectures, à condition qu'il soit bien pensé. C'est-à-dire qu'il ne faut pas simplement créer un pôle départemental dans une sous-préfecture pour occuper un vide, mais il faut que ce soit réfléchi. Est-ce que c'est le meilleur endroit? Est-ce qu'il y a les bons agents qui sont susceptibles de répondre à ces missions, etc. Donc il se passe des choses, mais c'est effectivement relativement marginal par rapport à la problématique générale. Voilà ce que je pouvais dire sur ces 3 points. Merci, Monsieur le Président. Merci. Sur ce que vient de dire Jean-Michel Lay, il y a de toute évidence un travail de réflexion et de clarification globale à faire, à entreprendre sur l'arrondissement, les sous-préfectures. Qu'est-ce qu'un sous-préfet? C'est à la fois une sorte d'incarnation physique de l'État, mais sans... Et puis en même temps, c'est le chef d'un petit service qui est celui des sous-préfectures. Je crois que ça appelle une réflexion d'ensemble, et la Cour le recommandait, d'ailleurs, dans le rapport de 2017, et en même temps, probablement, en tout cas, c'est ce que suggérait la Cour, qu'une réflexion sur la carte des arrondissements. Bon, enfin, tout ça est un sujet qui est devant nous, mais en écho aux interrogations du sénateur Kerrouche, je ne peux que dire que nous les partageons, enfin, et que nous les avons rendus publics. Sur les préfets de région, il y a évidemment un élément nouveau qui est maintenant l'instauration non seulement d'une répartition fonctionnelle des rôles, mais d'une forme de hiérarchie entre préfets de région et préfets de département, avec une complexité supplémentaire due au fait que l'échelon zonal, l'échelon des zones de défense se renforce dans la gestion de la lutte contre le terrorisme, dans l'administration de la police, avec la création de direction zonale de la police nationale et les SGAMI. Donc, c'est pas un sujet sur lequel la Cour est travaillée et publiée. Donc, je ne peux pas répondre avec, j'allais dire, assurance sur cette question, mais très certainement, on s'apprête à lancer une enquête d'ampleur sur le sujet des préfets et du rôle des préfets. Et les interrogations, vos interrogations, monsieur le sénateur, seront très présentes à notre esprit. C'est évident que le préfet de région, dans une région à plus de 10 départements, et dans une région, je ne parle pas même des régions monodépartementales ou bidépartementales, où il y avait quand même un préfet de région, comme ça existe encore en Outre-mer. Tout ça mérite évidemment qu'on le regarde de plus près et qu'on le regarde, comme vous le suggérez, en liaison avec la problématique de la différenciation et de l'adaptation de l'administration et des modes de décentralisation aux situations locales. Donc ça, moi, je ne peux que souscrire à cette réflexion, tout en disant qu'elle est, en s'agissant de la Cour des comptes, devant nous. Nous ne l'avons pas encore formellement entreprise. Là où nous avons des réponses plus précises à vous apporter, monsieur le sénateur, c'est sur ce qu'il faudrait faire en matière de gestion des ressources humaines dans l'administration territoriale. Alors, on avait fait à l'époque, en 2017, 9 recommandations.
elles vont toutes dans le même sens, si vous voulez. Réduire le nombre de corps, aller vers des corps interministériels, avoir une répartition homothétique entre les différents corps déconcentrés de l'État de l'échelon de gestion pertinent. C'est complètement anormal que dans le même service, il y a un régional ou départemental, il y ait des personnels dont l'avancement relève de l'administration centrale et d'autres du préfet localement. Tout ça n'a aucun sens. Donc il y a un énorme travail de rationalisation, de diminution du nombre de corps, d'harmonisation des responsabilités de gestion des ressources humaines au niveau pertinent et si possible à un niveau déconcentré. J'ajoute que la Cour s'est toujours montrée favorable à sinon des recrutements régionaux, au moins des concours nationaux à affectation régionale pour rapprocher les agents du lieu d'exercice de leur mission. Dernier point, il est tout à fait anormal qu'un certain nombre de revalorisations indemnitaires aient pu avoir lieu à l'occasion justement du rapprochement des corps, sans qu'en contrepartie aient été posées des obligations de mobilité. Et on est quand même ce que dit Jean-Michel Lherre, et à très juste titre, sur le fait qu'on a pu spécialiser certains pôles en sous-préfecture dans l'exercice de fonctions départementales. C'est quand même la contrepartie, c'est faire de nécessité vertu, sachant que certains personnels, on ne pouvait pas les obliger à bouger, même à l'intérieur du département. Donc, si vous voulez, on a tiré le meilleur parti d'une situation qui était l'absence de contraintes de mobilité dans le cadre de la mise en œuvre du PPNG, qui a quand même singulièrement réduit les marges de manœuvre en termes de rationalisation. Bon, dans toute négociation, de personnel, c'est un peu donnant-donnant. Si on revalorise, comme on l'a fait d'ailleurs pour le PPNG, les indemnités du personnel, il est assez logique qu'en échange, les agents se voient, pressés de façon plus insistante d'accepter des mobilités. C'est tout à fait logique. Donc voilà, en réponse à votre question. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, nous avons 5 demandes de parole. J'ai cette mission qui est fort désagréable d'être maître du temps, donc il nous reste 10 minutes. Donc Antoine Lefebvre et Charles Guéné, je connais la pertinence de vos interventions et vos qualités de concision. Merci, chers collègues. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Président, Monsieur le Conseiller. Merci d'abord de ce partage de votre travail et une vraie réflexion qui m'a amené d'ailleurs à remonter un peu dans mes souvenirs de membre de cette délégation lorsque je suis arrivé au Sénat et que j'avais accompagné dans son tour de France Edmond Hervé qui avait fait un rapport justement sur la mise en place notamment de la REAT. Évidemment, ça serait intéressant de reprendre ce rapport par rapport aux objectifs initiaux de cette réforme d'ampleur. Et vous avez esquissé un certain nombre de remarques, de critiques et surtout des propositions d'adaptation. Je crois que c'est important. De même que certains collègues l'ont évoqué, pour les sous-préfectures, il est important dans nos territoires, et on l'a vu au sortir de cette crise sanitaire où il a fallu faire preuve de proximité, combien nos sous-préfets d'arrondissement, quelle que soit d'ailleurs la taille des sous-préfectures, ont été à la manœuvre. Et souvent, lorsque les équipes sont démunies, on avait déjà eu l'occasion de dire que quand on retire le chauffeur, le cuisinier et parfois un attaché, les équipes sont quand même réduites, et nos sous-préfets doivent faire preuve de beaucoup d'imagination et d'être extrêmement présent. Moi, je voudrais revenir sur la thématique du numérique, parce que vous avez dit et combien l'ambition était forte. Et moi, j'ai été frappé aussi dans le cadre d'un autre travail, d'un rapport que j'ai fait notamment sur... alors, ça concerne le ministère de la Justice et le recouvrement des amendes pénales, mais lorsque vous avez cité l'exemple des saisies manuelles, où en fait, c'est 500 000 fiches d'amendes pénales qui devaient être ressaisies une deuxième fois, et finalement on trouve les similitudes. Moi, je voudrais vous poser une question justement sur si on veut rationaliser, et vous avez dit combien c'était essentiel, comment on peut justement améliorer l'expertise et je crois aussi devoir le dire, la montée en compétences, peut-être même au sein même des administrations centrales, pour que lorsqu'on élabore
des logiciels et des outils informatiques de numérisation, de dématérialisation, on puisse être le plus pertinent possible. Alors je ne suis pas spécialiste de ces questions comme notre collègue Philippe Dallier, mais l'informatique c'est important, mais il faut aussi que ça suive à tous les maillons de la chaîne. Donc comment justement sur ces aspects-là on peut rapidement et efficacement améliorer les choses. Merci. Charles, avec autant de concision que ton talent le permet, il est grand. Merci Charles. Merci Madame la Présidente. Une remarque et une question à Monsieur le Président, à Monsieur le Conseiller Maître. Simplement, elle est peut-être en limite de notre exercice, mais je partage avec vous l'avis que l'État est en général bien resté présent sur les territoires, modulo le mouvement de la DGFiP, qui est plutôt assez vaste. Mais je pense que la question qui se pose est plutôt de savoir s'il y joue toujours le rôle attendu. Alors, vous indiquez qu'il n'a pas toujours refixé les missions prioritaires et qu'il a fait de l'homothétique souvent. Je partage avec vous l'idée que est souvent l'obstacle et souvent les problèmes de mobilité du personnel et notamment des cadres 1. Mais avez-vous fait un travail prospectif sur comment faire apporter au service de l'État des réponses, on va dire, contemporaines et adaptées au monde nouveau? Parce qu'effectivement, on parle du numérique, mais le numérique, pour moi, ça n'est qu'un moyen. Et effectivement, le conseiller maître Jean-Michel Lerre l'a évoqué sur le sujet des maisons de services qui répondent un petit peu à ces nouvelles vocations de l'administration. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on voit très bien qu'à ce niveau, l'échec en question, enfin l'échec partiel de ces maisons et donc de la présence de l'État pour accompagner les usagers, en fait, provoque un transfert de charges sur les collectivités locales. Et c'est là qu'est le sujet. C'est là qu'est le sujet, à mon sens. Et est-ce que vous avez travaillé sur cet aspect? Merci. Bien. Monsieur le Président, si vous pouvez répondre, je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la Présidente, et merci au sénateur Lefebvre et au sénateur Guéné pour leurs questions. Sur le premier point, sur la conduite du changement numérique, alors nous avons fait pour votre commission des finances un rapport sur la conduite des grands projets numériques de l'État. C'est un rapport, moi je ne connaissais rien à tout ça, et c'est un rapport dont je dois dire c'est le plus intéressant que j'ai eu la chance de faire à la Cour des comptes de mon point de vue. Mais parce qu'il est pratique et il donne un certain nombre de prescriptions, de méthodes sur comment bien conduire un projet numérique. Et nous avons travaillé avec un souci, j'allais dire, le souci de délivrer des messages et des recommandations pratiques et opérationnelles. Je dirais, il faut partir de l'usager. C'est l'usager qui doit, le service qu'on entend lui rendre qui doit être au cœur du projet. Il faut conduire peu de projets et les conduire vite. Il faut introduire un projet numérique non pas à réglementation et à fonctionnement inchangé du service, mais en faire l'occasion d'une transformation du service. Si le problème des cartes grises s'est posé, comme vous l'a rappelé Jean-Michel Lerre, c'est qu'on avait négligé de simplifier une réglementation tout à fait absurde dans ses excès de précision avant de numériser. C'est un rapport où je crois qu'il n'a pas vieilli il a été rendu il y a un peu plus d'un an et demi sur les prescriptions qu'on peut faire pour conduire à bien, non pas un projet informatique, mais un changement numérique en embrassant le service rendu au public et le fonctionnement même et les principes de fonctionnement du service concerné. Alors, monsieur le sénateur Guéné, je dirais que nous n'avons pas, je crois, mené de travail prospectif sur l'évolution des transferts de charges pouvant résulter, je dirais,
la difficulté pour l'État à maintenir certains services de proximité, du coup le report qui peut s'être opéré sur les collectivités territoriales. Alors on l'a précisément chiffré dans le cas du PPNG, puisque les services de l'État ont contracté, si je puis dire, avec un certain nombre de mairies pour procéder au recueil des empreintes digitales et aux prises de photographies pour la délivrance automatisée ou numérisée des documents. Et là, il y a des chiffres, puisqu'aussi bien il y a des compensations effectives qui sont versées par l'État. Mais c'est un problème plus vaste auquel je trouve, en effet, nous devrions nous intéresser davantage. Généralement, le rapport annuel sur les finances publiques locales comporte des éléments sur les transferts de charges, mais le problème précis que je pourrais caractériser ainsi, le fait que se retourne vers les collectivités locales de proximité, tout particulièrement les communes, un certain nombre de personnes qui ne trouvent plus suffisamment de, je dirais, services publics d'État de proximité. Est-ce qu'il y a à cette occasion transfert de charges, et si oui, quelle en est la mesure? Je ne peux pas donner une réponse à cette question. Aujourd'hui, on est marqué à la fois par la crise des Gilets jaunes et la crise sanitaire de la Covid-19, qui ont conduit, c'est sans doute une bonne chose, nombre d'observateurs et sans doute d'acteurs de la vie publique à retomber sur terre, sur le plancher des vaches, si on peut dire. L'explosion de l'économie numérique, qui envahit la vie quotidienne des gens, comme le fonctionnement des institutions d'ailleurs, a pu donner quelque temps l'impression que tout devenait virtuel, que tout se passait sur les réseaux sociaux, que l'on choisissait ses communautés d'appartenance, que les GAFAM suffiraient à répondre aux besoins individuels, constitueraient la nouvelle architecture du collectif. Transcendant les GAFAM, bien souvent les nations, tant sur le plan intellectuel que sur le plan financier, et leur disputant finalement la souveraineté, abolissant les corps intermédiaires. Je pense que là, un point à retenir. Dans beaucoup de pays, des mouvements populaires d'un type nouveau, souvent provenant des réseaux sociaux, comme des espèces de flash mobs, les printemps arabes, les parapluies à Hong Kong, les indigés en Espagne, connaissent plus ou moins un atterrissage ou une récupération politique, mais leur caractéristique commune, je pense, c'est de vouloir réoccuper l'espace public. Il y avait eu aussi Occupy Wall Street, réoccuper l'espace public avec un symbole concret. Alors en France, ce furent les Gilets jaunes, qui au départ ne demandaient ni le RIC, ni la suppression de l'ENA, mais simplement qu'ils s'opposaient à l'augmentation de la taxe sur le gasoil, et ils voulaient plus généralement que tous les handicaps supportés par les habitants des périphéries soient levés. On redécouvre l'espace et le temps. La gestion du maintien de l'ordre lors de ces événements a donné lieu à de nombreuses critiques, et certaines leçons en ont été tirées. Mais il en est une, à mon sens, qui reste à affirmer, c'est qu'on ne peut assurer le rétablissement et le maintien de l'ordre que de près, comme je dis, à portée de boulons et de pavés. À 500 km, devant un mur d'écran, on croit maîtriser la situation, mais on risque de faire le matamor. En face à face, on négocie jusqu'au bout. C'est pourquoi il faut, sur place, dans chaque département, une autorité responsable du fait que force restera à la loi de la République, et jusqu'à présent, cela s'appelle un préfet. Alors, j'appelle votre attention sur une vigilance à avoir sur les réformes des services territoriaux de la sécurité. J'utilise ce mot, moi je n'aime pas le mot force de sécurité intérieure, qui est plein d'illusions, on pourra y revenir si mon avis peut vous intéresser. Attention à la réforme, il faut bien que ce soit une autorité administrative, civile, qui mette en branle la force publique, qui ne peut pas se mettre en branle toute seule. Donc Gilets jaunes, déjà une grosse perturbation de la vie sociale et nationale, et puis la pandémie. Nul n'a pu nier le caractère chaotique de la gestion de la crise sanitaire. Certes, le virus était inconnu, mais la France disposait d'un plan pandémie interministériel qui aurait permis une gestion territoriale différenciée sur le terrain par les préfets
en lien avec l'ensemble des acteurs, au premier chef, les maires et les collectivités territoriales. Ce plan n'a pas été déclenché. Ce choix incompréhensible a été lourd de conséquences. On s'est contenté d'un plan sectoriel Orsan, géré par les ARS. Alors, tardivement, on a redécouvert le couple maire-préfet, mais pour bien vite l'oublier. Alors, ce n'est pas vraiment lié au caractère centralisé ou pas de notre organisation administrative. Dans les pays fédéraux ou d'autonomie, ils ont dû prendre dès mars 2020 des textes pour permettre à l'autorité nationale, nonobstant la compétence de droit commun, par exemple en Allemagne des Länder, il y a une loi pour donner capacité d'action à la chancelière. Et ce qui est important, en fait, l'efficacité a dépendu de quoi, en réalité? De la capacité de coordination entre toutes les différentes autorités, un rôle que ni le ministre de la Santé au niveau national, ni les ARS au niveau territorial ne pouvaient jouer. Alors, le constat, c'est que, non, nous ne sommes pas des avatars dans un monde virtuel. Nous sommes des individus en chair et en os qui se déplacent, qui ont des besoins vitaux, qui s'affrontent parfois physiquement, qui souffrent et qui peuvent mourir. Et toutes ces réalités nécessitent une organisation collective sur le terrain, et ce sont les missions des services territoriaux de l'État. Alors, j'écarte, le faut-il, à ce stade, l'hypothèse de la disparition du préfet et de son remplacement éventuel. Ça a été évoqué quelquefois dans différentes phases de la décentralisation par un élu ministre-président ou gouverneur. En effet, nous sommes sous le régime de la réforme constitutionnelle de 2003, accompagnant l'acte 2 de la décentralisation, qui a confirmé l'organisation de type préfectoral tout en modifiant le statut. En effet, jusqu'à 2003, l'article 72 de la Constitution parlait d'un délégué du gouvernement dans une circonscription administrative de l'État. Et que depuis le 29 mars 2003, le préfet est un représentant dans les collectivités territoriales. Il y a donc un ancrage du préfet vis-à-vis des collectivités territoriales et je considère qu'il a des devoirs à leur égard, que c'est constitutionnel. Il n'est plus délégué du gouvernement, même si le côté politique de cette fonction subsiste, puisqu'il est quand même le représentant de chacun des membres du gouvernement auprès de ces collectivités territoriales. Ça permet de rappeler que l'éducation nationale, les finances et aujourd'hui la santé, même s'ils s'organisent en autonomie sur le territoire, eh bien non, leur ministre n'a qu'un seul représentant, le préfet. Voilà. Alors la rédaction de 2003 a rajouté l'expression représentant de l'État, ce qui entérinait en fait une formule qui était déjà bien présente dans les lois et les décrets. Et pour moi, je traduis cette double fonction par cet adage que Madame la Présidente a déjà dû m'entendre dire. Le préfet est le représentant sur le territoire de l'État dans sa permanence et des gouvernements dans leur alternance. Voilà. Alors, on parle maintenant, et ça a même été annoncé et entériné dans un texte, de la suppression du corps préfectoral. Alors, pas des préfets, pas de la fonction, mais du corps. Et c'est quand même très important. Ça n'est pas, contrairement à ce qu'on veut faire croire, un débat corporatiste. En effet, l'institution préfectorale remonte au consulat, mais la création du corps, en 1950, s'inscrivait dans un mouvement de modernisation de l'administration dans l'après-guerre, à la suite de la création de l'ENA en 1945. Alors, la littérature nous avait dressé des portraits rarement flatteurs des préfets d'avant-guerre, mondains ou très politiques, recrutant leurs collaborateurs dans leur entourage, etc. Donc, la création du corps préfectoral est une rupture, c'est une professionnalisation et la reconnaissance d'un métier. Elle s'est accompagnée de la définition de modalités de recrutement chez les sous-préfets pour l'essentiel, mais aussi d'éléments extérieurs, qui soit par la voie de la promotion interne, cadre national des préfectures, du tour extérieur, du détachement. Ils sont maintenant, ces recrutements, majoritaires chez les sous-préfets, et chez les préfets, c'est à peu près 50-50 entre les préfets issus de l'ENA et les autres.
Alors, à noter que les précédentes réformes touchant le corps préfectoral avaient été faites en cohérence avec des réformes plus larges de la décentralisation et de l'aménagement du territoire. Donc, 1950, création du corps, 1964, modification du statut, réforme du statut, qui accompagnait en fait l'amorce d'une décentralisation avec la création de la DATAR et simultanément de directions départementales, les DAS, DDE, DDA, etc. Les décrets du 10 mai 82, instituant les commissaires de la République et précisant leur pouvoir, avec les principes de déconcentration, faisaient immédiatement suite à la loi du 2 mars 1982, la grande loi de décentralisation. La nouvelle modification du décret statutaire des préfets en 2004 se situait dans la droite ligne de l'acte 2 de la décentralisation de 2003. Mais aujourd'hui, il ne s'agit plus de réformer le statut du corps préfectoral, mais de le supprimer sans qu'on puisse discerner de lien évident avec une grande étape de la décentralisation, car je ne suis pas sûr qu'on puisse qualifier ainsi le projet 4D. Alors, cet impact de la fonctionnalisation, on peut dire au fond, est-ce bien si grave ? Elle va permettre le recrutement de préfets complètement extérieurs au service public dans des proportions non contingentées. Je n'y suis absolument pas hostile, je l'ai pratiqué en tant que gestionnaire du corps. Mais il faut des proportions. Les préfets ont toujours été nommés, révoqués à la discrétion du gouvernement. Décret du président de la République, passage en Conseil des ministres. Et comme je dis, nous avons en tant que préfet un mandat de 7 jours renouvelable, on le sait. Mais le pourcentage de préfets complètement extérieurs à l'administration était limité à l'origine au 5e de l'effectif global, pourcentage qui a été porté au tiers en 2009, donc au moment où j'ai été secrétaire général du ministère. En tant que gestionnaire du corps, j'ai pratiqué ces recrutements diversifiés qui, à dose maîtrisée, apportent une expérience différente qui enrichit le métier. Mais si l'on ne veut pas perdre en compétences, c'est quand même très compliqué à gérer. Déjà, une nomination de préfet, c'est une alchimie subtile. On doit trouver la correspondance entre un profil, c'est pas seulement des compétences, c'est aussi un tempérament, avec une collectivité départementale, son terrain, ses caractéristiques, ses élus aussi, et enfin des circonstances et des enjeux qui sont variables dans le temps. Et à ces communs à toutes les nominations préfectorales, s'ajoute pour les apports extérieurs la mise en place d'une formation, d'un mentorat plus ou moins formalisé et l'accueil par une équipe de collaborateurs solides qui vont initier leur patron aux spécificités du métier. Alors, la gestion des corps, elle est très liée pour moi à la connaissance structurelle et conjoncturelle du territoire. C'est pourquoi son transfert éventuel à la DIES, à la direction interministérielle de l'encadrement supérieur de l'État, serait pour moi une perte de lien avec le territoire. Ce ne serait pas une bonne chose. Il faut éviter et garder une gestion du corps à la DEMAT au ministère de l'Intérieur. Pour résumer, la fonctionnalisation emporte plusieurs risques. Un excès de politisation, une perte de compétences et une mauvaise adéquation aux collectivités territoriales. Alors, à ce stade, je voudrais m'interroger avec vous sur la notion de cadre dirigeant et sur la notion de corps intermédiaires. Car dans cette réforme de la haute fonction publique, on voit disparaître en réalité la notion de cadre dirigeant de métier. Actuellement, on considère qu'environ les 600 hauts fonctionnaires nommés en Conseil des ministres constituent les cadres dirigeants de l'État. Et aujourd'hui, on ne nous parle plus qu'une vaste catégorie d'encadrement supérieur de l'État. On a d'abord entendu les 12 000, maintenant c'est les 13 000. Mais alors, est-ce que les hauts fonctionnaires de métier sont voués à la simple mise en œuvre, comme le répète la ministre de la Transformation publique, ou bien sont-ils toujours des fonctionnaires de conception et de direction ? Alors, cet écrasement de la hiérarchie, on le constate dans les grandes entreprises, les GAFAM que j'évoquais tout à l'heure, où il y a quelques génies créateurs et puis ensuite des gens sûrement très diplômés, mais qui sont là pour la mise en œuvre. Bon. Cet écrasement de la hiérarchie ne procède-t-elle pas du même mouvement de contournement des corps intermédiaires que les collectivités locales ont pu constater à leur détriment dans la gestion de la pandémie ? Or, les politiques publiques sont très souvent partagées entre l'État et les collectivités locales et elles ne peuvent être conçues sans associer ceux qui, services déconcentrés et collectivités territoriales, seront chargés de leur mise en œuvre, au risque de passer à côté de difficultés qui généreront des couacs, des rétropédalages, etc.
Un indice, c'est la faiblesse des études d'impact des textes législatifs ou des évaluations a priori des politiques publiques. Une circulaire du Premier ministre du 19 avril 2021 définit la feuille de route des préfets avec une dizaine d'indicateurs à choisir parmi 68 politiques prioritaires. Cette méthode strictement descendante est pour moi regrettable. Nous avions, depuis les années 2000, et ça figure toujours dans les textes, l'idée de l'élaboration d'un projet d'action stratégique de l'État en région et dans les départements, qui montait du terrain, qui devait bien sûr être validé par les ministres eux-mêmes, mais qui permettait au préfet d'élaborer lui-même sa feuille de route en lien avec l'ensemble des acteurs locaux. Et on voit aussi dans les exercices de contractualisation entre l'État et les collectivités territoriales une insuffisance, voire un escamotage de la phase d'analyse commune ex-ante des besoins de la collectivité et des populations, pour se résumer parfois à faire rentrer les projets locaux dans des cases prédéfinies. Alors, j'ai entendu sur la fin de la séquence précédente les questions sur niveau régional et niveau départemental. Alors, avec les vagues successives de décentralisation, de nombreuses missions opérationnelles de l'État, qui étaient pour l'essentiel exercées au niveau départemental, ont été transférées aux collectivités territoriales, notamment aux départements. Les routes de la DDE, le social de la DAS, ou alors aux communes avec l'urbanisme qui a été un énorme paquet dans la décentralisation. Alors, on pourrait disserter, ce n'est sans doute pas le lieu, sur la manière dont ces transferts ont été réalisés, répondant plus à une logique administrative qu'à des blocs de compétences. Et après plusieurs vagues de transferts, il fallait recomposer dans un périmètre réduit. Ayant été rapporteur général de la REAT, la réforme de l'organisation administrative de l'État en 2007, j'avais essayé de fonder cette réorganisation sur quelques principes directeurs. J'ai proposé que les services régionaux, regroupés dans 8 pôles préfigurant les directions correspondant au bloc ministériel, qui puissent attirer des expertises spécialisées dont l'État a toujours besoin sur le territoire, soient consolidées. On pouvait observer déjà à l'époque, et depuis longtemps, que cette expertise n'existait plus, sauf exception au niveau départemental. Il fallait éviter les doublons aussi avec les collectivités territoriales. En revanche, il fallait répondre aux besoins de proximité de la population, et notamment au regard de l'extension de la numérisation de l'administration et des téléprocédures. Il fallait donc réorganiser les services départementaux de l'État, non plus selon des découpages ministériels, mais selon un vécu local, selon les besoins des citoyens, des usagers, des contribuables, comme on disait à l'époque. Certaines administrations s'étant exonérées de cet exercice, éducation, finances et même santé, eh bien, les missions interministérielles pouvaient être recomposées autour de la mission générale de l'État sur le territoire, mission de protection. Protection des personnes et protection des territoires. Alors, selon les endroits, ça a donné lieu à 2 ou 3 directions interministérielles locales. Simultanément, j'avais proposé que l'on valide, ça existait déjà, mais que l'on rende plus clair la subordination des préfets de département aux préfets de région s'agissant de l'adaptation et de la mise en œuvre des politiques publiques. En revanche, j'avais proposé, ça a été évidemment adopté, une responsabilité totale du préfet de département pour la sécurité, la gestion de crise et la gestion de l'immigration. C'est ce qui a été inscrit dans les décrets de 2009. Mais alors, la création des grandes régions a bousculé cet équilibre et appelle sans doute une reconfiguration du réseau, y compris jusqu'au réseau des sous-préfectures. Alors, une circulaire du Premier ministre du 12 juin 2019, c'était le précédent gouvernement, relative à l'organisation territoriale de l'État, affiche de bonnes intentions. Ceci dit, simultanément, l'agencification et l'autonomie de certaines administrations n'ont pas été remises en cause. Voilà. Alors, pour conclure ce propos introductif, je pense que l'organisation territoriale de l'État a un lien fort
avec celle des collectivités territoriales, mais n'est cependant pas séparable de l'évolution de l'État central et de ses opérateurs. Une partie de la réponse réside dans l'architecture de la LOLF et la portée de ses programmes. Il y a eu des efforts entrepris pour éviter la constitution de trop nombreux silos qui se voudraient autarciques et peu enclins à la déconcentration, mais ces efforts sont encore trop légers. Un autre déterminant des missions de l'État, c'est la judiciarisation de l'action publique qui fait encourir un risque pénal personnel à de nombreux agents du service public. C'est la même chose, je crois, pour les élus locaux. Et que son origine soit nationale ou européenne, ce processus engendre une inflation des fonctions d'inspection et de contrôle. On le dénonce souvent dans les services de l'État, trop d'inspection et de contrôle, pas assez de conseils et de facilitation, mais il faut aller à l'origine de cette dérive. Par ailleurs, évidemment, il y a une réflexion à mener sur le périmètre même de l'action publique, mais c'est une autre affaire. Voilà, je vous remercie. Merci Madame la Préfète. Je vais tout de suite passer la parole à nos collègues. Donc je propose d'inverser, si vous êtes d'accord. Donc en proposant d'abord à Éric Kerrouche, puis à Agnès Canayer. Je vous remercie, chers collègues. Madame la Préfète, merci beaucoup. Je vous appelle ainsi parce qu'en fait, vous êtes beaucoup intervenu à ce titre, d'une certaine façon, dans votre... Dans les propos que vous avez tenus. S'agissant de moi qui ai beaucoup travaillé sur la socialisation dans le corps préfectoral, je pense que vous avez insisté sur les effets pervers que pourrait avoir un déséquilibre progressif dans le corps. Et je pense que c'est sans doute la menace qui plane avec cette réforme. Être préfet ou sous-préfet, c'est aussi apprendre une certaine socialisation et, entre guillemets, je ne sais pas comment le dire autrement, le métier de l'État. L'équilibre est subtil et je crois que la fin du corps n'a rien à voir avec quelque chose d'une protection de quelque chose qui serait la défense d'un groupe, mais plutôt de la nécessité du maintien d'une certaine culture préfectorale qui risque d'être mise en cause dans le temps et de déséquilibrer la gouvernance de nos territoires. Et je pense comme vous qu'il y a un vrai problème avec la fin du corps parce que celui-ci, et vous avez insisté là-dessus, est grandement ouvert déjà sur l'extérieur. Mais il ne peut pas être couvert sur l'extérieur parce que sinon, on ira vers une politisation à l'extrême qui ne répondra pas aux besoins des territoires. Donc peut-être aller plus loin sur les risques que laisse encourir cette réforme. Il y a la question aussi du coup de l'attractivité de ce corps en tant que tel dans la réforme telle qu'elle serait prévue. Pour faire court, deuxième question. Il y a beaucoup de travaux qui portent sur l'externalisation de l'État de multiples façons. Et on a vu récemment le recours qui est fait à une main-d'œuvre contractuelle, notamment dans les sous-préfectures. Alors, je vais être un peu rapide, mais est-ce qu'on peut faire fonctionner l'État avec des béquilles sur les territoires? Est-ce que ça a encore un sens de maintenir ces institutions alors que dans les faits, elles représentent parfois des coquilles vides? Et je m'en tiendrai là. Merci beaucoup. Agnès. Oui, merci Madame la Présidente, Madame la Préfète. Effectivement, l'inquiétude est grandissante. On a eu le temps l'occasion de révéler sur cette disparition du corps des préfets, évidemment sur la fonction elle-même, mais sur les conséquences en termes de place du préfet au sein de l'administration territoriale, et notamment sur le fait qu'aujourd'hui, il y a une remontée forte du fait que les préfets sont avant tout des personnes qui font descendre l'information des ministères et qui n'ont plus un rôle d'accompagnement et de remontée de proximité
souvent les élus locaux, à commencer par les maires, se plaignent de l'impossibilité d'avoir auprès de la préfecture, voire de la sous-préfecture, des informations en amont sur les politiques publiques, sur les dossiers, sur les actions qu'ils mènent, et d'avoir toujours une relation avant tout de contrôle et de sanctions. Et donc ne pensez-vous pas que cette réforme du corps préfectoral va amplifier encore aujourd'hui en rendant encore plus le représentant de l'État dans le territoire comme une autorité descendante. Ça, c'est une première chose. Je ne reviendrai pas sur la contractualisation, mon collègue Kerrouche l'a relevé. On voit ce qui se passe dans la justice avec la mise en place de sucres rapides et de contractuels qui viennent compenser, mais qui n'ont pas effectivement la connaissance et la formation pour être aussi optimum que les fonctionnaires des services. Ma dernière question concerne aussi la représentation dans le territoire. On voit que l'efficacité aujourd'hui de l'administration territoriale de l'État repose dans la proximité, le lien humain, la nécessité contact. Aujourd'hui, les maisons France Service vous paraissent-elles, mais ma question sera simple, répondre à cet enjeu de proximité? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Madame la préfète, je vous propose de répondre et si des collègues souhaitent intervenir, merci de nous le signaler. Madame la préfète. Oui, monsieur le sénateur Kerrouche, je suis tout à fait en accord avec ce que vous énoncez. Effectivement, on souligne aisément le risque de la politisation. On souligne moins, effectivement, l'évolution même du métier, qui est un métier de vocation. Il a beaucoup de contraintes et donc il y a un problème d'attractivité. À tendre vers des nominations extérieures qui prendraient des proportions au-delà du tiers autorisé jusqu'à présent pour aller beaucoup plus loin, ça voudrait dire que les sous-préfets préfectables n'auraient pas de perspective de carrière et qu'ils seraient même invités à former leur patron au métier. Il faut beaucoup d'abnégation et disons que même si que la vocation préfectorale nécessite aussi de l'abnégation, ça ne peut pas durer toute la vie. Donc il y a un réel problème d'attractivité et je pense qu'il ne faut pas aller dans ce sens. Je l'avais examiné cette idée de fonctionnalisation. À l'époque, c'était une demande du politique d'étudier, de regarder s'il ne faut pas changer tous ces corps, simplifier, mettre de l'air, etc. Ça s'était traduit par le passage au tiers plutôt que 20%. Et j'avais eu pas mal de difficultés quand même à trouver des candidats qui veuillent bien, venant de l'extérieur, avec un autre métier, avec un autre cursus, devenir préfet et accepter toutes les contraintes des métiers préfectoraux. Alors, sur la question de l'externalisation et du recours contractuel, pour moi, il y a plusieurs niveaux. Il y a des expertises pointues que l'État ne peut pas développer en son sein. Et parce que c'est des choses extrêmement évolutives, il faut être dans des équipes qui se consacrent à temps complet depuis des années à tel sujet, il faut aller les chercher dans le monde académique, dans le monde de l'entreprise, et l'État n'a qu'à gagner, et le service public en général n'a qu'à gagner à des recours à des expertises de ce type. Autre chose est la délégation du service public. Ça existe, mais ça doit être encadré, ça doit être contrôlé, et on doit garder la capacité de maîtrise d'ouvrage pour énoncer le besoin que l'on veut voir couvrir par l'externalisation. Quant à l'embauche de contractuels, pour boucher des trous ou pour faire face à une insuffisante attractivité de certaines localisations, je pense que effectivement, c'est un élément qui doit rentrer en ligne de compte lorsque on réfléchit à la reconfiguration du réseau territorial. Qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à recruter des gens pour aller dans telle ou telle sous-préfecture,
Bon, il faut rajouter aussi dans le recours à l'externalisation ou au contractuel que certains sujets ont été occultés, volontairement ou pas. Mais ce qui a saturé les services préfectoraux à un moment donné et qui a obligé à avoir des recours aux contractuels, ça a été la poussée de la gestion de l'immigration. Alors ça n'a pas pu être entériné au niveau politique. On n'a pas suffisamment dit que c'était un problème à gérer et qu'il fallait du monde pour le gérer. Mais quand on voit la queue aux portes des préfectures et des sous-préfectures, ce sont des étrangers qui sont là en demande d'études de leur dossier. Et effectivement, il a fallu avoir recours à des contractuels pour essayer de répondre à cette demande. Donc, là aussi, il y a une question, l'organisation du réseau territorial de l'État, des préfectures et des sous-préfectures, mais aussi de toutes les autres administrations. Elle doit procéder quand même d'une analyse objective de ce que le pouvoir politique national veut faire. Si on ferme les yeux sur les questions d'immigration et qu'on dit que ça n'existe pas, évidemment, on ne viendra pas créer des emplois ou maintenir les emplois aux endroits où on traite les dossiers. Voilà. Donc, renvoie quand même vers la prise en compte par le politique de la réalité sociale et territoriale. Alors, Madame la sénatrice, oui, vous l'avez bien relevé, effectivement, le préfet est de plus en plus poussé vers un rôle descendant et je dis, a-t-on besoin d'avoir un cadre dirigeant pour faire ce métier ? Avec les réseaux sociaux, avec l'Internet, tout le monde peut quasiment voir en direct ce que décide le gouvernement, ce que débat le Parlement, et finalement, tout le monde peut se retrouver à peu près au même niveau d'information. Mais c'est après qu'intervient la subtilité. Et quand vous avez des programmes européens, quand vous avez des contrats de relance pour voir les conséquences de la crise sanitaire, vous vous trouvez avec des tableaux énormes de calendrier des appels à projets, avec toute une série de conditions à remplir. Et comme je le disais, plutôt que d'élaborer un projet territorial, comme on l'a fait, en tout cas du temps que j'étais préfète, j'ai fait mon projet d'action stratégique pour l'État en Lorraine, j'ai fait mon projet d'action stratégique pour l'État en Bretagne, en lien évidemment avec tous les acteurs locaux. À partir de ça, on remonte pour faire valider par les ministres et on peut aller vers la contractualisation et se doter de la feuille de route des priorités de l'État. Je relie ça, moi, à une tendance managériale que l'on retrouve partout. Vous le trouvez dans l'entreprise. Les débats sur l'écrasement, le malaise des cadres et l'écrasement des hiérarchies intermédiaires, il existe aussi au sein de l'État. Alors, jusqu'à présent, on le voyait plutôt chez les cadres intermédiaires, mettons les chefs de bureau, qui, avec la généralisation des téléprocédures, n'avaient plus le même contrôle sur les opérateurs de base. Et maintenant, est-ce que ça n'est pas en train de frapper à la fois les directeurs, les cadres dirigeants des administrations centrales et ceux qui étaient encore pour l'instant des dirigeants sur le territoire, en l'occurrence les préfets. Si on a simplement à commenter ce que tout le monde peut voir de la bonne parole ministérielle, voire présidentielle, bon, est-ce que c'est vraiment un métier ? Et à ce moment-là, évidemment, on peut imaginer avoir des amateurs proches du pouvoir politique qui seront sans doute des meilleurs commentateurs de la parole de l'autorité supérieure que un haut fonctionnaire blanchi sous le harnais et ayant intégré une culture de l'État dans sa permanence. Alors, cette
cette tendance, c'est pas une question, je crois qu'il faut pas ramener ça à centralisation ou décentralisation. C'est une question y compris de fonctionnement interne de l'État. Et c'est même pas une question de déconcentration ou pas. Même si, évidemment, plus de déconcentration et plus de responsabilité donne plus de marge de manœuvre. Et je pense que ça va au-delà. C'est une méthode, je dirais presque de gouvernance, avec un affadissement du politique, un affadissement de la responsabilité de la responsabilité politique ou de la responsabilité administrative, qui est supplantée par la responsabilité pénale. Et est-ce qu'on a le droit de poser la question du pourquoi, enfin, il y a eu différentes raisons à la gestion très, très curieuse, chaotique de la crise sanitaire. Moi, l'une des hypothèses que j'ai émises, c'est que eh bien, finalement, avec l'identification par un petit peu tout le monde des risques pénaux dans la gestion de ce type de crise, on a fait remonter ça jusqu'au seul responsable qui ne puisse voir engager sa responsabilité au moins tant qu'il est président de la République. Et donc ce dispositif faisant de façon vraiment assez absurde tout remonter avec un conseil de défense sans transparence, alors même que l'efficacité dans la gestion d'une crise suppose que chacun des acteurs soit conscient de son rôle, conscient de ses marges de manœuvre et conscient de ses relations avec les autres responsables. Et au lieu de ça, chacun était à l'écoute à 18h de monsieur Untel, le jeudi midi d'un autre, où on avait l'impression que après un peu de teasing entre différentes hypothèses, c'était presque le hasard qui faisait que telle ou telle décision tombait. Donc effectivement, cette notion d'autorité descendante, elle est liée aussi à cette conception d'un affadissement de la responsabilité politique et administrative au profit d'une responsabilité pénale, conjuguée à une mode managériale d'écrasement des corps et des hiérarchies intermédiaires. Alors, maintenant, la représentation sur le territoire, voilà, puisqu'il y a aussi, bien entendu, je ne le nie pas, un aspect très très important de mise en œuvre des politiques. Et dans cette mise en œuvre des politiques, effectivement, on a des outils, avec maintenant les téléprocédures, avec l'accès de plus en plus large à des données, et il faut des médiateurs. Alors, on ne peut pas, il y a eu les différentes époques, hein, la maison de l'État, la maison du service public, la maison du service au public, France Service, tout ça procédait un petit peu des mêmes idées. Là, je n'ai pas participé aux évaluations qui ont pu être faites. Les impressions que je peux avoir localement, c'est que c'est extrêmement variable. Il y a des endroits où c'est fortement apprécié et d'autres où c'est même peu identifié.